Alexandre Quentin, qui va être notre expert du jour. Il est directeur des investissements et partenaire du cabinet USA France Financial. Il accompagne plus de 850 familles franco-américaines sur le sol américain dans leur stratégie d'investissement. Il va nous en dire un petit peu plus puisqu'il va rapidement nous présenter son cabinet et son équipe. Vous êtes un peu plus de 200 à vous être connectés, donc vous connaissez le principe. On fait une petite présentation qui va durer à peu près entre 30 et 40 minutes pour que ça réponde à un maximum de vos questions. Et puis, durant la présentation, vous n'hésitez pas à écrire vos questions, que ce soit sur Zoom ou sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je pose directement les questions à Alexandre. Et puis, pour les plus téméraires, vous pouvez même lever la main. Vous en faites pas, on ne vous verra pas, on aura juste votre voix. Et puis, je vous donnerai juste votre prénom. Comme ça, vous pouvez poser des questions en toute discrétion. Alexandre, je pense que je vais te laisser présenter ton cabinet et puis les problématiques qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Romain. Bonne année 2023 à tout le monde. Donc, l'objet de ce rendez-vous ensemble aujourd'hui, c'est de parler des bonnes résolutions en 2023 et notamment financières. Donc, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, en quelques mots, notre équipe, nous sommes une équipe maintenant de 15 personnes. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Alors, pour aujourd'hui, voici le sommaire. Donc, ça va être assez simple en termes d'objectifs pour aujourd'hui. Donc, quelles sont les bonnes résolutions financières pour 2023? Et puis, deuxièmement, quelles sont les pistes pour réparer la performance de votre portefeuille en 2023? Très probablement, l'année 2022 a été assez compliquée au niveau des marchés, potentiellement votre 401k, votre compte d'investissement. On va regarder ensemble quelles sont les 5 stratégies financières pour pouvoir potentiellement être en position de force pour 2023. Donc, commençons déjà par les bonnes résolutions financières pour 2023. Je vous ai proposé 4 points importants à regarder, à s'assurer que ce soit en place pour ces résolutions. La première, c'est de s'assurer que votre famille et votre patrimoine soient protégés de manière optimale. Il y a 12 manières de se protéger ici aux États-Unis et il y a 3 risques majeurs qui pourraient anéantir ou avoir un impact majeur sur votre planification financière et votre patrimoine. Un, c'est en cas de procès. Deuxièmement, c'est en cas de pépin de santé. Et troisièmement, c'est en cas de décès. Voici les 3 points sur lesquels il s'agit d'être protégé de manière optimale. Il y a 12 manières de pouvoir se protéger. Les 3 premiers que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle l'assurance auto, l'assurance pour la maison, que vous soyez renters ou owners. Et troisièmement, c'est l'umbrella policy. Il est assez fondamental de détenir une umbrella policy qui n'est pas automatique aux États-Unis. Ça l'est quasiment automatique en France. Si vous avez une assurance santé complémentaire, vous avez généralement ce qu'on appelle la responsabilité civile qui est incluse, qui est pour potentiellement 15 millions d'euros et vous êtes protégé si quelqu'un vous poursuit pour dommages et intérêts. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Vous avez une protection au niveau de votre assurance auto, au niveau de votre assurance maison, mais généralement, pour l'assurance auto, elle est limitée à des maximums par État qui sont de 250 000 $ par personne, 500 000 $ par accident. Et donc, si demain, vous êtes amené à renverser quelqu'un qui a 30 ans et qui gagne 100 000 $, cette personne qui pourrait encore générer 100 000 $ pendant les 30 prochaines années, 3 millions de dollars, vous êtes on the hook pour potentiellement cet argent-là. La compagnie d'assurance va payer 250 000 $ et le reste, c'est pour votre poche. Et c'est là où l'umbrella policy intervient. L'autre nom de l'umbrella policy, c'est Excess Liability Insurance. Ça vous permet d'augmenter ces montants. La recommandation au minimum, c'est d'avoir un montant supérieur ou égal à votre montant net de patrimoine. Si vous avez un patrimoine de 2 millions de dollars, n'hésitez pas à avoir une umbrella au moins à la hauteur de votre patrimoine au minimum. Ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte 300 à 400 $ par an par tranche de millions de dollars. Et généralement, on recommande d'aller avec la même compagnie d'assurance. Si vous êtes chez Allstate, State Farm, Geico, Progressive, peu importe, demandez une quote avec votre assureur et vous pourrez bénéficier de multi-line discounts. Donc, voici pour ce premier point qu'on appelle Property and Casualty. Donc, assurez-vous bien d'avoir votre umbrella policy.
Les 3 prochains points sont liés à des pépins potentiellement de santé. Donc, vous avez ce qu'on appelle le Disability Insurance, Medical Insurance et le Long-Term Care Insurance. L'assurance médicale, j'espère, en tout cas, j'espère que vous l'avez avec votre employeur ou que vous puissiez l'avoir, puisque, en effet, les frais aux États-Unis sont très importants. Si vous avez une assurance médicale, l'avantage de nos jours, grâce à Obamacare, c'est que ces plans sont illimités en termes de paiement, de remboursement. Et donc, il y a moins de problématiques de banqueroute si vous avez une assurance médicale. Si vous n'en avez pas, vous pouvez potentiellement faire face à une banqueroute. Il faut savoir que 60% des banqueroutes ici aux États-Unis sont liées à un problème de santé. Deuxièmement, c'est là ce qu'on appelle disability insurance, c'est l'assurance invalidité. Très important d'avoir une assurance invalidité à long terme qui soit en lien avec vos revenus, vos objectifs. Si notamment vous êtes le breadwinner dans la famille, c'est très important de pouvoir avoir le montant d'assurance invalidité qui soit approprié à votre famille. Généralement, vous avez 50 à 60% qui est couvert par votre employeur avec potentiellement un cap à vérifier. Il y a des possibilités d'aller sur le marché privé et d'augmenter ces montants-là pour se rapprocher des 66-70% de vos revenus qui seraient couverts en cas d'invalidité et qui continueraient à fonctionner même en cas de retour en France. C'est le cas dans 45 des 50 États où en cas d'invalidité dans votre État, vous pouvez continuer à toucher ce montant-là même en cas de retour en France. Mais il faut s'en assurer et on est là pour vous aider si vous souhaitez jeter un œil là-dessus. Le dernier point sur cette catégorie-là, c'est le Long-Term Care Insurance. Donc, c'est tout ce qui est soins de dépendance. C'est très cher aux États-Unis. C'est des problématiques EHPAD, maisons médicalisées. Ça peut coûter entre 3 et 5 000 euros, on va dire, en France. Ici, aux États-Unis, on est plus proche des 11 à 14 000 dollars par mois. Donc, il y a des possibilités de pouvoir s'assurer contre ce type de dépenses futures. Donc, voilà. Les quatre prochains points sont les documents testamentaires en cas de décès. Donc, c'est très important de les avoir, notamment et surtout, on stresse ce point si vous avez notamment des enfants mineurs. Alors, il y a ce qu'on appelle le will, le living will, le power of attorney, le trust et le guardianship. Le will, c'est votre testament. Et généralement, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle un power will into the trust. Le trust est généralement révocable, à moins d'avoir un patrimoine supérieur à 24 millions. Dans ce cas-là, on peut avoir des trusts irrévocables, mais attention aux implications en cas de retour en France. Mais généralement, un trust révocable a du sens. Ça permet de pouvoir garder un contrôle sur votre argent lors de votre décès, de pouvoir potentiellement dire à vos enfants, vous aurez peut-être un tiers à 18 ans, un tiers à 25, un tiers à 30 ans, pour potentiellement s'assurer qu'il n'y ait pas des millions de dollars en leur position à 18 ans et leur permettre de prendre les meilleures décisions pour leur futur. Le power of attorney, c'est pour pouvoir permettre à quelqu'un d'autre d'avoir accès à vos comptes en cas d'invalidité, d'incapacité et ou d'incapacité pour vos comptes à la fois financiers, mais également des prises de décision médicales. À cause des HIPAA rules, vous avez besoin de ce power of attorney pour pouvoir, même pour l'époux ou l'épouse, avoir la capacité de prendre des décisions médicales en cas d'incapacité de la personne. Living will, ce sont les dernières volontés en position végétative. Et dernièrement, c'est l'aspect de guardianship, très important. Si vous avez des enfants mineurs, si les deux parents étaient amenés à décéder, les enfants se retrouveraient très probablement à la DAS pendant au moins 1 an avant que le juge puisse statuer du sort des enfants. C'est un vrai dilemme, une vraie problématique, surtout quand on a une situation internationale. Donc, généralement, on a des guardians qui sont temporaires de 2 semaines et qui deviennent après permanents de la famille, par exemple, en France, qui viendraient récupérer les enfants. Donc, très important d'avoir ces documents testamentaires. Vous avez 2 manières de les mettre en place. Soit vous faites appel à un avocat, généralement français aux États-Unis, spécialisé dans votre État, ou bien vous pourriez potentiellement aller en ligne sur LegalZoom si vous souhaitez limiter l'impact des frais, mais vous aurez quelque chose de très basique si votre situation a des problématiques d'avoir des biens à l'étranger, etc. On vous conseille évidemment de faire appel à un professionnel. L'avant-dernier point, c'est ce qu'on appelle les buy-sell agreements. Si vous avez un business, que vous êtes associé, un des premiers risques, c'est de ne pas avoir ce document en place et deuxièmement, qu'il ne soit pas founded de manière optimale. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive en cas de divorce, de décès, d'invalidité entre les partenaires, et il s'agit justement d'avoir ces assurances également derrière en cas de décès, en cas d'invalidité, pour pouvoir s'assurer que le business puisse continuer sur le long terme. Et dernièrement, c'est l'assurance, ce qu'on appelle life insurance.
Il y a deux types de life insurance aux États-Unis. Il y a l'assurance décès pure, on parle purement de la sécurité de la famille, évidemment, pour toutes les problématiques d'avoir un mortgage, un prêt immobilier, mais également de s'assurer que le style de vie de la famille puisse être assuré. On parle généralement de human life value. On ne peut pas remplacer la bonne humeur que Alexandre Quentin peut apporter à sa famille, mais je peux apporter évidemment une valeur financière à ma famille en cas de décès et d'avoir les montants appropriés et évidemment quelque chose à regarder pour protéger votre famille de manière optimale. Le deuxième point, c'est qu'il peut y avoir également des types d'assurance vie où on peut également avoir une épargne et avoir également une assurance décès qui, elle, est à vie, qui un jour on décédera et sera donnée à vos bénéficiaires. Donc, il existe également ce qu'on appelle du permanent life insurance où vous allez pouvoir créer une épargne, mais également avoir une assurance décès en plus, et cela pour le reste de votre vie, et qui passera cette assurance décès à la génération future et à votre époux ou épouse, et tout en accumulant de l'épargne qui est disponible durant votre vivant. On va pouvoir voir aujourd'hui un petit peu ce type d'instrument-là. Donc, voici pour ces 12 catégories. Premier point, essayez, faites en sorte que cette résolution soit en place, c'est de protéger votre famille et votre patrimoine. Quelle que soit notre clientèle que nous rencontrons, qu'ils aient 50 000 $ ou 120 millions de dollars de patrimoine, on commence toujours et toujours par ce graphique et on aide notre clientèle à être dans le vert le plus rapidement possible, puisque si vous n'êtes pas protégé de manière optimale, s'il arrive quoi que ce soit dans une de ces 12 catégories, tout ce que vous essayez d'accomplir au niveau de votre accumulation de patrimoine peut être annihilé du jour au lendemain. On passe deuxièmement à vous assurer que vous ayez fait la bonne déclaration de vos comptes à l'étranger. Et notamment ici, je prends l'exemple de la France, mais ce sont vos déclarations ici aux États-Unis. Grosso modo, si vous avez plus de 10 000 $ à l'étranger, vous devez remplir un certain nombre de documents, que ce soit le FinCEN 114, le formulaire 8938 ou potentiellement le formulaire 3520. Si vous avez pu hériter d'argent en France, des donations, vous avez récupéré la nue propriété, si ça excède 100 000 $, vous êtes contraint de devoir remplir ce formulaire. Il n'y a pas d'implication fiscale, mais vous avez des déclarations. Vous avez des obligations déclaratives et c'est très important d'être en ligne avec cela parce que maintenant, avec FATCA, les services de l'IRS américain sont au courant de vos comptes à l'étranger, que vous le vouliez ou non, ils sont au courant et à tout moment, ils peuvent vous tomber dessus. Et il faut savoir que les pénalités peuvent être par exemple de 10 000 $ par compte, par année. Ça peut être assez exorbitant. Donc, n'hésitez pas de faire appel à un professionnel, que ce soit des comptables fiscalistes franco-américains ici aux États-Unis ou des avocats fiscalistes qui pourront vous aider le plus rapidement possible pour pouvoir continuer à construire votre patrimoine en pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Donc, petit piqûre de rappel là-dessus, mais n'hésitez pas à être en ligne avec vos obligations déclaratives. Troisièmement, c'est une opportunité cette année de booster votre credit score. On a une augmentation massive des taux d'intérêt. Si on veut emprunter à l'heure actuelle, on est proche des 7%. C'est beaucoup plus difficile de pouvoir accéder à la propriété de par l'augmentation massive des taux directeurs par la Fed, la Banque centrale américaine. Et donc, c'est le moment de booster, de recharger les batteries de votre credit score pour être en position de force. Parce que la réalité, c'est que comme il y a une augmentation des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un lagging indicator, c'est-à-dire que quand on a une augmentation des taux d'intérêt, quelques mois plus tard, généralement 6 à 9 mois plus tard, on a un impact sur l'immobilier en termes de sa valeur. Et donc, potentiellement, 2023 pourrait être une année où ça peut être des bonnes affaires immobilières. Alors, en effet, on investirait dans l'immobilier potentiellement, on commencerait à avoir un bien immobilier avec des taux d'intérêt élevés, c'est la réalité, mais potentiellement acheter à des valorisations intéressantes, ou en tout cas plus intéressantes que un petit peu les prix exorbitants qu'on a connus les 2 dernières années. Donc potentiellement, s'il y a un affaissement de la valeur de l'immobilier, c'est peut-être une opportunité de se positionner à ce moment-là. Peut-être que votre coût mensuel serait plus élevé de par les taux d'intérêt. On était proche des 3% il y a encore un an et demi. Maintenant, on est plus proche des 6,5%, 7,5%. Donc, c'est plus difficile d'accéder à la propriété. Mais si vous avez la possibilité de le faire, vous aurez à l'occasion, potentiellement, s'il y a une baisse des taux d'intérêt à terme, l'opportunité de vous refinancer plus tard. Et si vous avez acheté un bien à une belle valorisation, c'est peut-être une opportunité. 2023 peut potentiellement être une belle opportunité pour se positionner dans l'immobilier.
Et donc, pour se positionner dans l'immobilier et faire appel au crédit, il faut avoir un très bon credit score pour accéder aux meilleurs taux. Donc, c'est l'opportunité pour vous de booster votre credit score. Quelques points là-dessus. Vous le voyez sur les facteurs qui impactent votre credit score sur la colonne de droite. Les chiffres que vous voyez à l'écran en fait, c'est l'application Credit Karma qui est gratuite. N'hésitez pas à la télécharger. Vous pouvez suivre l'évolution gratuitement sans impacter négativement le credit score. Vous pouvez regarder tous les jours si vous le souhaitez. Mais grosso modo, ça vous donne une idée de là où vous en êtes au niveau de votre credit score. Il faut payer ses bills, même si c'est le minimum tous les mois, à la date prévue, au minimum. Il faut avoir au minimum un 99% de succès pour pouvoir avoir le meilleur credit score possible. Donc, il faut vraiment payer à temps ces bills. Il faut avoir une utilisation de vos lignes de crédit globales très faible, généralement inférieure à 20%, de manière optimale inférieure à 10%. Ne pas être en faute, de ne pas avoir ce qu'on appelle les derogatory remarks, donc de ne pas avoir payé et qu'on essaye de venir vous chercher pour payer vos dettes. D'avoir un âge global de crédit élevé. Donc ça, plus vous allez être aux États-Unis et plus vous avez un mortgage, un prêt sur la voiture, des cartes de crédit, et plus ils vont gagner en âge et plus ça va impacter positivement votre crédit score. Il s'agit d'avoir un nombre de comptes élevé, de manière optimale, plus de 20 comptes. Alors, un compte, c'est par exemple un prêt immobilier, un prêt sur la voiture, un prêt sur le téléphone. Ça peut être une carte de crédit. Comme vous pouvez le voir, j'ai près de 49 comptes. Donc, j'ai énormément de cartes de crédit. Pourquoi est-ce que j'avais fait notamment cela? C'est parce que les cartes de crédit aux États-Unis vous donnent accès à de beaux bonus. Par exemple, vous pouvez sign up pour une carte de crédit et récupérer 100 000 points, qui équivaudrait à 1 000 $ de bonus si on a dépensé un certain montant d'argent en un nombre de mois défini. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir downgrader la carte pour ne pas avoir des frais annuels, de devoir limiter au maximum ces frais-là, de garder la carte ouverte qui augmentera votre ligne de crédit globale et qui permettra de booster votre credit card utilization ratio et vous permettrez d'être sur des niveaux de compte supérieurs à 10 au minimum, de manière optimale, supérieur à 20 et qui fera augmenter votre credit score. Et dernièrement, c'est de ne pas demander de lignes trop rapidement ou beaucoup dans une période limitée, parce que ça pourrait potentiellement signifier que vous êtes en difficulté financière, vous avez besoin d'accéder au crédit pour pouvoir vous en sortir. Donc, essayez d'espacer les demandes de 2-3 mois si vous souhaitez faire appel à une nouvelle carte de crédit pour limiter ce risque de faire appel à trop de hard increase. Évitez également, si vous faites de l'immobilier, de demander des cartes de crédit ou autres juste avant l'achat immobilier. Ça impacterait négativement votre credit score. Donc, si vous achetez un bien immobilier, loquez un petit peu vos autres achats, que ce soit une voiture, que ce soit prendre une carte de crédit, acheter le bien immobilier et puis après, derrière, vous pourrez toujours booster cela. Voilà pour votre credit score. Et le dernier point, ce serait l'opportunité également de réfléchir sur comment réduire l'impact fiscal. Sachez qu'aux États-Unis, nous sommes encore dans un bas historique au niveau de l'imposition fiscale. On est à 37% au taux marginal supérieur au niveau de l'imposition marginale supérieure. On était à 39,6% il y a 3-4 ans, on était à 70% dans les années 70, on était à 93% dans les années 30-40, on est dans un bas historique. Alors voilà quelles seraient les solutions. J'ai 5 solutions à votre disposition pour réduire l'impact fiscal au niveau de vos investissements. Premièrement, vous pouvez profiter de comptes qui sont fiscalement avantageux, que ce soit liés à la retraite, des 401k, des Roth 401k, des comptes liés à l'éducation, les 529 plans, ou des comptes liés à la santé, les HSA et FSA. Il faut savoir que le HSA, c'est le compte financier le plus attractif d'un point de vue fiscal, puisque c'est de l'argent avant impôt, taxes déférées et tax-free lors de l'utilisation de ces fonds, si vous pouvez justifier des frais médicaux. Deuxièmement, on peut détenir des instruments qui sont fiscalement avantageux. Par exemple, les obligations municipales. Vous vivez dans l'État de New York, vous avez des obligations municipales de l'État de New York, vous n'avez aucune fiscalité au niveau fédéral, mais non plus au niveau de l'État. Et donc, ça vous permet de réduire l'impact fiscal avec ce type d'instrument-là, où vous avez les assurances vie permanentes américaines, où c'est l'argent après impôt, taxes déférées et tax-free dans son utilisation, peu importe où vous êtes dans le monde,
qui peut être intéressant également en termes de type d'instrument fiscalement avantageux. Le point numéro C, c'est d'optimiser le positionnement de vos actifs au sein des comptes. Donc, par exemple, si vous avez une certaine aversion au risque, très probablement dans votre portefeuille, vous allez positionner ce qu'on appelle du fixed income, des obligations pour réduire la volatilité du portefeuille. Et ben, si on pense que si on a un 401k et qu'on a des comptes d'investissement classiques, généralement, on se dit dans un 401k, on va plus d'horizon d'investissement, donc on va avoir plus d'agressivité. Et généralement, quand on a un compte d'investissement classique, on va dire on veut accéder plus rapidement à la liquidité, donc on va réduire la volatilité et augmenter la partie du fixed income. Soyons vigilants là-dessus, puisque la fiscalité est généralement moins favorable quand on a un compte qui est taxable tous les ans, mais on a la liquidité qu'un compte de retraite. Donc, généralement, on essaie de positionner le fixed income dans les comptes de retraite, puisque c'est déféré fiscalement, et de détenir plus des actions dans la partie d'un compte classique. Donc, à vérifier, de garder la bonne tolérance, capacité à prendre du risque, mais également de positionner ces actifs de la manière la plus optimale possible au sein de vos différents comptes. Le point numéro D, c'est de bénéficier de techniques proactives au niveau du portefeuille. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il y a des stratégies qu'on appelle tax lock accounting, loss harvesting, wider rebalancing ranges, etc. De nos jours, il y a de l'intelligence artificielle qui s'occupe de cela de manière proactive, de manière quotidienne, alors que généralement, on fait ça de manière réactive. En fin d'année, on a des plus-values réalisées, on a des moins-values latentes, on essaie de réaliser les moins-values pour offsetter les plus-values. Et bien maintenant, de nos jours, on peut faire ça de manière proactive. L'intelligence artificielle s'occupe de cela pour nous et l'impact, généralement, c'est 1% de rendement qui serait perdu en impôts. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, 1% de rendement récupéré en impôts sur une très longue période de temps, c'est quasiment 60% de votre portefeuille qui est perdu en imposition si vous ne pouvez pas optimiser l'impact fiscal de votre portefeuille de manière proactive. Et dernièrement, c'est peut-être l'opportunité de rebalancer votre portefeuille, de réaliser des pertes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que réaliser des pertes qui sont, elles, latentes maintenant, si vous vendez les positions, vous allez réaliser les pertes et vous pouvez ainsi de manière indéfinie dans le futur, offsetter des plus-values que vous allez réaliser. Et donc, c'est un avantage fiscal de réaliser vos pertes. Ça devient maintenant un actif d'avoir des pertes fiscales, puisque maintenant, dès que vous aurez d'autres gains, vous pourrez les offsetter à l'avenir. Et vous pouvez répercuter cela de manière indéfinie. C'est un petit peu une des raisons pour laquelle le président Trump n'a pas payé beaucoup d'impôts pendant beaucoup d'années. C'est qu'il a eu une énorme perte sur un casino. Je crois que c'était 880 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et donc, pendant des années, il n'a rien perdu parce qu'il a échappé. Il a eu des gains potentiellement dans les années suivantes, mais de par les pertes des années passées, il a pu offsetter ses gains et donc ne pas payer d'impôts. Attention à ce qu'on appelle le wash and roll. Si vous vendez des positions, il s'agit de ne pas les racheter dans les 30 jours, sinon ça ne fonctionne pas. On va quand même compter on va pas compter votre perte. Donc, si vous imaginez que vous détenez Microsoft et que vous vendez à perte, ne rachetez pas la position dans les 30 jours, sinon vous n'aurez pas l'avantage fiscal. Voilà pour les stratégies, c'est opportun. Vous avez peut-être une perte de portefeuille à l'heure actuelle. Profitez de faire un rebalancement. Par exemple, si vous avez Coca-Cola et que maintenant vous souhaitez acheter Pepsi, eh ben, vous avez la possibilité d'assurer la perte de Coca-Cola et de se positionner dans une position peut-être équivalente et de pouvoir avoir un avantage donc, fiscal de ce côté-là. Voici au niveau des recommandations, j'ai envie de dire, de base, des résolutions pour 2023. Donc, petit point, de pouvoir protéger sa famille, son patrimoine de manière optimale, booster son credit score parce que potentiellement 2023 peut être intéressant au niveau de l'immobilier. C'est le moment de recharger ses batteries de ce côté-là, de pouvoir réduire l'impact fiscal et on a également parlé d'être compliant d'un point de vue de l'ARS, s'assurer que tout soit nickel au niveau international de vos finances. Et maintenant, on va se projeter sur la deuxième partie de ce webinaire où on va parler un petit peu plus d'investissement, de gestion du portefeuille et de regarder quelles sont les pistes à notre disposition en 2023 pour réparer un petit peu ce qui s'est passé dans notre 401k, dans notre compte d'investissement. Et voici le sommaire de cette deuxième partie du webinaire. Il y a 5 stratégies que l'on va pouvoir développer ensemble qui va pouvoir vous permettre d'être en position de force. Premièrement, c'est une stratégie d'investissement qui est réfléchie, de réduire au maximum les prises de décision émotionnelles. Oui, le marché a été en baisse, mais il faut savoir que sur le long terme, il y a plus d'années positives que négatives.
Et il s'agit de ne pas prendre des décisions émotionnelles, de vendre, d'avoir peur. Il s'agit potentiellement de tirer avantage d'opportunités. On va voir cela également. Mais on va voir, premier point, d'avoir une stratégie solide au niveau de la rationalité de votre stratégie sur le long terme. Deuxièmement, d'avoir une stratégie qui est holistique, en ligne avec vos investissements, d'avoir une approche patrimoniale holistique, avoir une diversification. Troisièmement, on va mettre en place une stratégie à haute vélocité patrimoniale. Faire en sorte que chaque dollar que vous avez de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, ce qui va limiter le besoin de prise de risque, puisque 2 dollars qui va fonctionner en même temps va vous permettre de devoir pas besoin de prendre énormément de risques pour générer le même type de rendement et d'avoir un impact positif sur votre patrimoine. Le point numéro D, c'est d'avoir une stratégie avec des instruments pouvant maximiser votre Sharpe Ratio. Alors, qu'est-ce que le Sharpe Ratio? Je vais vous expliquer d'un point de vue mathématique. Le Sharpe Ratio, c'est le ratio entre les attentes de votre portefeuille en termes de rendement, moins ce qu'on appelle le risk-free rate, qui est le taux directeur de la Banque centrale américaine, sur la volatilité. C'est simplement le ratio entre les attentes de rendement attendues sur l'unité de risque que l'on va prendre pour générer ce rendement-là. Et plus le Sharpe Ratio va être élevé, plus l'investissement va être intéressant, parce qu'on va générer un rendement qui serait plus élevé qu'un autre investissement pour une même prise de risque. Eh bien, il existe des instruments qui vont vous permettre de booster votre Sharpe Ratio parce que vous avez de la protection à la baisse et des boosters de rendement à la hausse. Et on va voir quel type d'instruments peuvent jouer un rôle clé, et notamment en 2023. Et on va parler un peu de stratégie là-dessus. On appelle les structure notes ou capital enemies. Et le dernier point, c'est de mettre en place et de monitorer, d'être proactif sur une stratégie à 2 vitesses. Et on est en train de se profiler de plus en plus dans les opportunités. La valorisation des actions à l'heure actuelle est de plus en plus intéressante. On va en parler et il s'agit d'être en position de force en permanence. Un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle d'un point de vue de la gestion patrimoniale. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est simplement une nouvelle. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont foulement heurtées par un crash du marché financier. On va voir que si on est positionné de manière optimale, on peut tirer avantage de ce qu'il se passe. Évidemment, un crash du marché financier a des implications évidemment énormes, négatives d'un point de vue mondial, au niveau de la société, etc. Mais au niveau de votre gestion patrimoniale, vous ne devriez pas être impacté négativement sur votre style de vie, votre capacité à tirer avantage d'opportunités. On va voir comment être en position de force. Donc, si vous le souhaitez, commençons par le point numéro 1, qui est une stratégie d'investissement qui est réfléchie. Comme vous pouvez le voir sur l'écran à gauche, le marché il monte, le marché il descend et le marché il monte. Sur le long terme, il augmente. Mais ça vient également avec son flot d'émotions. Et il s'agit d'avoir une vision à long terme, de savoir exactement où l'on va et de prendre des décisions rationnelles. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, en 2016, le marché avait généré près de 14%, alors que l'investisseur moyen avait généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. C'est un des avantages de travailler avec un conseiller financier, c'est de pouvoir réduire ou annihiler toute prise de décision émotionnelle et d'avoir cette décision stratégique et rationnelle sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une diversification de vos positions. Au niveau d'un portefeuille classique, on est entre généralement 6 à 8 classes d'actifs, voire plus. Et il s'agit d'être diversifié. Donc, il y a chaque année, comme vous pouvez le voir sur l'écran, une classe d'actifs qui remporte la palme, une autre classe d'actifs qui la perd. Il s'agit de pouvoir surpondérer, sous-pondérer certaines classes d'actifs, d'où le fait de faire appel à des money managers, des conseillers financiers qui pourront vous aider à optimiser cela et ainsi d'être diversifié de manière optimale, en ligne avec vos objectifs, votre capacité à prendre du risque et votre tolérance au risque, et de diversifier de manière optimale. J'ai mis un petit point en bas à gauche, c'est que la partie maintenant qu'on appelle fixed income, la partie obligataire, commence à être de plus en plus intéressante parce que les taux d'intérêt ont augmenté de manière massive ici aux États-Unis. Nous avons notamment les Series I Savings Bonds. C'est un compte que vous pouvez ouvrir directement avec le Trésor américain, treasurydirect.gov. Vous pouvez placer jusqu'à 10 000 $ par personne dans ce type de Series I Savings Bonds. Les rendements actuels sont de 6,89% garantis sur 6 mois. Et tous les 6 mois, ce taux est revu. Ce taux est lié à l'inflation. Comme l'inflation est élevée, c'est important, ce serait intéressant, opportun de tirer avantage de cette opportunité, de positionner jusqu'à 10 000 $ par personne dans le foyer par an
calendar que vous pouvez positionner là-dedans. Vous devez rester au minimum 12 mois, mais vous avez l'opportunité de tirer avantage de ces taux intéressants en ce moment. Si vous avez plus de questions là-dessus, n'hésitez pas, on en discutera. Mais également les autres parties du fixed income, les municipal bonds à l'heure actuelle. Ils génèrent entre 3,5 et 3,8 net d'impôt au niveau fédéral. Et si vous avez des obligations municipales au niveau de votre propre État dans lequel vous vivez, vous allez également bénéficier d'une défiscalisation au niveau de l'État également. Et donc, si vous êtes dans un État, par exemple, comme la Californie ou New York, avoir du 3,8% de rendement, si vous êtes au taux marginal supérieur, plus vous rajoutez l'État, c'est proche de 7% brut de rendement que vous pouvez avoir. Et les obligations municipales sont généralement moins risquées que d'autres obligations, notamment parce qu'ils ont toujours le taxpayer derrière. Ce sont des municipalités qui peuvent toujours augmenter les impôts pour faire face à des demandes. Il y a également une notation, AAA, AA, etc., de ce type d'instrument-là. Mais si vous avez des municipalités qualitatives, on peut générer ce type de rendement-là à l'heure actuelle, qui sont plutôt attractifs. Et également, il y a les treasuries. Vous prenez des treasuries à 1 an, par exemple, en ce moment, on est proche des 4,2%, ou des CDs, par exemple, des certificats de dépôt qui généraient zéro pendant des années et des années, les taux directeurs étaient proches de zéro. En ce moment, on peut générer entre 4 et 4,5 à 3 mois, entre 3 et 6 mois. Et c'est des produits qui sont garantis par la banque, par exemple, c'est les CDs. Donc, il y a pas mal de disponibilité ou de choses maintenant, d'instruments à court terme également potentiellement à favoriser avec certaines garanties et qui viendraient jouer un rôle clé dans votre stratégie de diversification au niveau de votre portefeuille. Le point numéro C, c'est de pouvoir avoir une stratégie qui est optimisée, de faire en sorte de pouvoir créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Alors, pour ce faire, faisons déjà un point. Déjà, comment créer de la valeur patrimoniale? Il n'y a que 3 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Premièrement, c'est de faire de l'épargne pendant une très longue période de temps. Si vous restez en cash à la banque, il va falloir 50 à 100 ans pour doubler votre argent, parce que l'argent n'est pas vraiment très rémunéré à la banque. Les 2 autres manières de créer de la valeur patrimoniale, c'est ce qu'on appelle ownership, c'est-à-dire que vous détenez votre propre compagnie ou vous détenez des parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public, telles que des actions, ou d'avoir sa propre entreprise, qui va vous permettre de créer de la valeur patrimoniale exponentielle sur le long terme. Et dernièrement, c'est l'immobilier. Voici les 2 dernières manières de pouvoir créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Et quand on commence à se diversifier, il s'agira de créer un niveau d'efficacité qui soit le plus efficace possible. Et pour ce faire, c'est ce que j'appelle un haut degré de vélocité. Pour expliquer le mot de vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. C'est simplement le ratio entre le GDP, donc le PIB, le produit intérieur brut, donc la valeur créée par le pays, sur le montant d'argent disponible. Et si on assume que le montant d'argent disponible dans le pays est fixe, plus la valeur créée dans le pays est élevée, et plus ça va être un ratio assez intéressant pour voir s'il y a une certaine vitalité au niveau du pays. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, les individus et les entreprises achètent et vendent des biens et des services et créent de la valeur exponentielle. L'objectif, c'est de pouvoir créer un haut degré de vélocité au niveau de sa stratégie patrimoniale, au niveau de notre foyer. Et ça signifie que pour chaque dollar que l'on met de côté au niveau de sa stratégie patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, on va démultiplier sa stratégie patrimoniale. Alors, comment faire? Il s'agit de créer ce qu'on appelle un système de cash flow qui soit le plus efficace possible. Alors, pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale que j'appellerais cash creation. Que ce soit par la création d'une entreprise ou parce qu'on est W2 employé, on est employé, on a un paycheck qui arrive toutes les 2 semaines, qui arrive sur notre compte courant, et on crée de la valeur patrimoniale. Et sans se poser la question, on va déposer notre argent dans une warehouse que j'appellerais cash, cash warehouse. On va le déposer, cet argent-là, et généralement, on le met de manière automatique dans une banque où toutes les 2 semaines, de manière automatique, l'argent tombe dans notre banque. Et comme la banque ne rémunère pas grand-chose, c'est le cas de le dire, on va essayer de trouver des stratégies patrimoniales, des options patrimoniales qui permettent de booster notre rendement, notre patrimoine, et ça peut être à ce moment-là de l'immobilier, du financier, on l'a vu ensemble, et c'est ce que j'appellerais cash flow creation, et qui nous permettrait de générer des dividendes, des intérêts, de l'augmentation de capital, qui va créer un cercle vertueux. Et le jour où on souhaitera s'arrêter de travailler,
c'est notre patrimoine qui va reprendre le relais pour avoir les cash flows nécessaires, pour avoir le style de vie et l'indépendance financière que l'on souhaite avoir. Et au-dessus de cela, il y a ce que j'appelle cash protection. On l'a vu dans cette première slide, c'est les 12 attributs pour pouvoir protéger son patrimoine de manière optimale et de s'assurer que notre système puisse fonctionner pour le reste de notre vie. Je pense que vous me suivez d'un point de vue théorique, mais c'est vrai qu'on omet généralement, d'un point de vue stratégique, d'optimiser la cage ici, cash warehouse, qui est vraiment le rôle de la banque. Et il faut savoir que pour moi, il n'y a pas meilleure institution dans le monde qu'une banque dans la gestion opérationnelle de leur cash. Quand vous déposez $1 et vous êtes rémunéré par exemple 1%, 2% là-dessus, votre cash, il est mis au travail par la banque. Il va potentiellement être prêté à quelqu'un d'autre à, je dis normalement je prends 4%, mais ça peut être maintenant 5, 6, 7%, et donc va se marger sur la différence. Et un des avantages de la banque, c'est que depuis que nous avons un système qu'on appelle de fractional banking, la banque va pouvoir prêter son argent non pas que à une personne, mais à 2, 5, 10. Avant la crise de 2008, c'était même 35 personnes. Maintenant, on est plus proche d'un ratio de 15 personnes. Donc, cet argent peut être prêté à 15 autres personnes et ainsi démultiplier les rendements. Et donc, ces rendements-là, à chaque fois qu'on a $1 à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est la banque. Et on va essayer de la squeezer un maximum, faire en sorte que quand on a $1 de côté, cet argent puisse travailler pour nous et notre famille et pas pour le bénéfice de la banque. Alors oui, il est toujours opportun de garder 6 à 12 mois de dépenses parce qu'on a besoin de cette liquidité. On est confortable de générer entre 0 et 2% sur cet argent-là. C'est notre matelas de sécurité. Mais au-delà de cela, il s'agit de pouvoir mettre cet argent au travail et donc de pouvoir avoir ce concept de créer sa propre banque familiale. Alors, ce n'est pas une banque familiale brick and mortar avec son nom dessus, mais c'est de pouvoir utiliser un actif qui va pouvoir servir de dépôt, on va pouvoir entreposer ce cash, qui va fonctionner pour nous, générer du rendement et en parallèle, garder sa liquidité pour financer nos activités à rendement. Et cet actif-là, c'est un actif qu'on a dans l'ensemble des options patrimoniales qui sont à notre disposition entre la France et les États-Unis. On a identifié un actif qui est ici aux États-Unis qu'on appelle ce Cash Value Life Insurance. C'est un instrument d'assurance vie permanente ici aux États-Unis et qui va jouer ce rôle de pouvoir déposer de l'argent dedans et ainsi de garder sa liquidité, de pouvoir financer nos activités à rendement et ainsi votre argent va pouvoir travailler 2 fois pour le prix d'un. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors déjà, pourquoi ce Cash Value Life Insurance? De tous les instruments qu'on pourrait utiliser, un compte d'investissement, d'immobilier, etc., on a choisi cet instrument parce que celui-ci a 12 attributs. De manière très rapide, on a une assurance décès. C'est parce qu'il y a une assurance décès pour le reste de notre vie qu'on a tous les avantages fiscaux à l'intérieur. Ce n'est pas forcément l'objectif numéro 1 de l'instrument, mais c'est parce qu'il existe qu'on a tous ces avantages fiscaux derrière. On a une liquidité et un contrôle du cash disponible. On a une croissance qui est garantie par contrat. C'est des instruments qui existent depuis 160 ans. Ce n'est pas du tout sexy comme instrument. Les Rockefeller les utilisaient dans les années 1870-1880. Président Biden pour 5 millions de cet instrument. Walt Disney a lancé Walt Disney avec. C'est un instrument que tous les politiciens, que tout le monde utilise. Si on a un peu d'argent que l'on peut mettre de côté, c'est un instrument qui est abondamment utilisé par les personnes qui puissent économiser ici aux États-Unis. C'est une croissance qui est garantie par contrat. On peut également accéder à des dividendes qui sont non garantis, mais qui ont toujours existé depuis 160 ans, parce qu'on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance qui ont toujours eu des dividendes supérieurs aux garanties, qui vont pouvoir booster les rendements. On parle de 3 à 5% encore l'année dernière. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, on sera plus proche des 4 à 6, 5 à 7% net de frais, net d'impôts sur le long terme. Des avantages fiscaux, parce que dès qu'on dépose $1 dedans, il n'y a pas d'imposition sur l'augmentation. Et il n'y aura pas d'imposition pour l'utilisation du cash, peu importe où on est dans le monde. Ça fait de cet instrument-là un instrument extrêmement flexible et portable, même en cas de retour en France. Que vous partez dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe. C'est une opportunité que vous avez d'être résidence fiscale américaine aujourd'hui pour rentrer dans ce type d'instrument-là, peu importe où vous êtes à l'avenir. On a des limites élevées de contribution, c'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a la protection contre d'éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans la majorité des États. On peut y ajouter des options en cas d'invalidité ou de soins dépendance. Par exemple, pour les soins dépendance, on peut accéder à l'assurance décès en amont de son décès pour payer les soins d'EHPAD ou justement d'EHPAD aux États-Unis qui sont entre 11 et 14 000 $ par mois. Mais pour moi, là où l'instrument est intéressant
D'un point de vue de la gestion active en phase d'accumulation, c'est le fait qu'il soit collatéralisable, qu'on a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement du prêt. Et voici à quoi ça ressemble. Si on n'utilise pas cet instrument-là pour pouvoir créer de la vélocité, bah c'est déjà une très belle prise de décision patrimoniale. Parce que qu'est-ce qu'on en a? On a une approche, si on met de l'argent dedans, on a simplement une approche passive en autopilote. On a des rendements qui sont attractifs. On parle encore de 3 à 5 % net de frais net d'impôt qui vont augmenter avec l'augmentation des taux d'intérêt. Une croissance qui est ininterrompue et exponentielle. Et c'est pour ça qu'on parle de true compounding growth. Il n'y a aucune année négative. C'est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie. Et c'est un très bon substitut à la fois du cash à la banque, mais également des obligations de l'aspect fixed income au niveau de notre portefeuille. Et plus on a ce type d'instrument-là, plus on aura l'opportunité de pouvoir aller générer du rendement sur les autres investissements, que ce soit dans le fonds 1K ou les deux investissements, parce qu'on a les reins solides. Donc, si déjà on prend la prise de décision d'avoir un très bon substitut du cash et des obligations, c'est déjà une très belle prise de décision patrimoniale. Mais là, on peut potentiellement optimiser les choses, c'est de cette manière-là. On se lève le matin, on crée de la trésorerie et au lieu de le laisser, entre guillemets, attendre à la banque, on peut le positionner dans son cash value life insurance et celui-ci va augmenter de manière exponentielle pour le reste de notre vie à 3 à 5 % comme un hamster dans sa roue et qui va augmenter de manière optimale. En parallèle, on va y attacher une ligne de crédit qu'on appelle une iBlock, Insurance Based Line of Credit, qui, elle, nous permet d'accéder à 95 % de la valeur de notre épargne. Et cette ligne de crédit, elle est disponible pour n'importe quelle raison. Si je veux faire un investissement immobilier, ça va me permettre de faire le down payment. Parce que normalement, quand on fait un investissement immobilier, l'apport ne se fait jamais en cash. Si on fait un apport en cash, le cash est maintenant bloqué dans le bien immobilier. Il est bloqué dans les murs, il va jouer un seul rôle. On va perdre en vélocité patrimoniale. Alors que si on a un actif qui est garanti d'augmenter et qu'on utilise la liquidité de cet actif-là grâce à la ligne de crédit pour faire l'apport et que, évidemment, sur les 80 autres % restants, on va pouvoir faire un prêt immobilier, eh ben, on aura financé à 100 % le bien et donc ça voudrait signifier qu'on a utilisé 100 % de l'argent de quelqu'un d'autre, des banques, pour se créer de la valeur patrimoniale. Et ainsi, on peut démultiplier notamment plus la stratégie à long terme. On peut également utiliser cet argent pour développer notre entreprise ou faire face à des dépenses telles que l'éducation des enfants, par exemple. Une des problématiques des plans 529, c'est que si vous mettez de l'argent de côté, oui, il y a quelques avantages fiscaux, et le jour où vous tirez le cash du 529 et vous allez donner à l'université, par exemple, bah, cet argent sort de votre patrimoine, il sort de votre balance sheet. Cet argent ne va plus jamais grandir pour le reste de votre vie. Or, si vous avez un actif qui va continuer, lui, à grandir pour le reste de votre vie et que vous payez cela avec la ligne de crédit, par exemple, bah, vous allez toujours recapturer ce qu'on appelle le coût d'opportunité, le time value of money pour le reste de votre vie. Et ça peut être évidemment très intéressant de found this type of mechanism, d'utiliser ce type d'instrument-là pour pouvoir faire face à des dépenses futures également et de créer un haut degré de vélocité. Si vous avez des questions là-dessus, on pourrait en discuter, bien évidemment. Mais c'est une opportunité, évidemment, de tirer avantage de cela dans une perspective de vélocité patrimoniale. On va parler maintenant dans le point D. Je regarde un petit peu l'horaire. On en a encore pour quelques minutes, Romain, et puis on pourra passer aux questions avec plaisir. L'avant-dernier point que je souhaite aborder, c'est l'utilisation d'instruments qui nous permettraient de réduire le risque à la baisse tout en ayant l'opportunité de tirer avantage des marchés à la hausse. Il existe plusieurs instruments. Il existe par exemple des options. Il existe des produits structurés, ce que vous avez à l'écran. Et il existe également, par exemple, ce qu'on appelle les capital annuities ou buffered annuities, qui sont des instruments de retraite qui sont très similaires à ce que je vous montre à l'écran et qu'on utilise pour les programmes de retraite. Il existe deux types de structure notes. Il existe ce qu'on appelle les gross notes et les income notes. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous expliquer comment ça fonctionne. Et on va également rapidement parler de stratégie également derrière. Alors, qu'est-ce qu'une gross note? Il faut déjà savoir qu'il y a deux caractéristiques majeures qui sont différentes que d'investir directement sur les marchés financiers. Premièrement, quand vous allez prendre un produit structuré, c'est un produit qui est émis par une institution. Et cette institution peut être par exemple Banque de Montréal, ça peut être Barclays, Morgan Stanley, Citi. C'est une grande institution qui va émettre ce type d'instrument-là. Donc, il faut déjà être confortable avec l'institution avec laquelle on est. On a en 2008 connu Lehman Brothers, Bear Stearns, et si ces institutions sont en difficulté, notre note serait en difficulté. On n'est plus du tout dans les caractéristiques de 2008, mais c'est un risque et il faut le comprendre et l'assumer.
Le point numéro 2, c'est que cette fois-ci, à la différence d'être investi sur les marchés financiers, on a la liquidité. Si on a un portefeuille diversifié, en 3 jours, on peut avoir son argent sur notre compte courant. Là, on va investir sur une maturité, sur une durée déterminée, qui peut être par exemple 13 mois, 3 ans, 5 ans. Généralement, c'est entre 1 an et 7 ans. Mais il faut être confortable avec cette durée. On a de la liquidité, mais je préfère qu'on assume qu'on n'en ait pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une stratégie d'option derrière et que plus on va se rapprocher de la maturité, plus on est proche de ce qu'on appelle de par, on est plus proche de la valeur réelle. Mais si vous sortez en amont, ce ne sera pas en votre faveur. Donc, il y a de la liquidité, mais je préfère qu'on assume quand on part avec ce type d'instrument qu'on n'a pas la liquidité pendant la durée déterminée. Alors, voilà les deux points majeurs. Il faut aussi savoir que ce type d'instrument était réservé à une clientèle qu'on appelle ultra high net worth. Il fallait à l'époque, par exemple, 10 millions de dollars sous management pour accéder à ce type d'instrument qui avait une dénomination minimale de 100 000 dollars. De nos jours, grâce à l'évolution des fintechs notamment, nous avons maintenant, depuis le mois de septembre, accès à ce type d'instrument-là pour une dénomination minimale de 1 000 dollars. Et donc, ce type d'instrument-là est maintenant ouvert à l'ensemble de la communauté française, ici aux États-Unis, ou l'ensemble de notre clientèle. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, dans cette première note de 13 mois, on est investi pour 13 mois, c'est mis en place par BMO. On va être 100% investi sur le Nasdaq. À l'issue des 13 mois, si le marché est en baisse, on a de la protection. Ici, on a ce qu'on appelle 15% hard protection. Il y a une différence entre hard et soft. On va voir la différence. Si le marché a perdu 14, on n'a rien perdu. On récupère notre mise de base. Si le marché a perdu 16 avec du hard protection, on n'a perdu que 1. Si le marché a perdu 22, on n'a perdu que 7. Les premiers 15% sont protégés. À l'inverse, si le marché est en hausse, le marché est en hausse, on a ce qu'on appelle un coefficient de participation, qui est ici de 200%, c'est-à-dire x2. Si le marché, le Nasdaq a pris 5%, on prend 10%. S'il a pris 7, on prend 14%. Mais avec cette note précisément, nous avons un cap qui est ici de 14,8%. On ne peut pas gagner plus de 14,8% en 13 mois. C'est un très beau rendement. Il y en a d'autant plus la probabilité d'y arriver de par le quotient multiplicateur. La commission que vous voyez ici, ça n'impacte pas votre investissement, c'est la commission qui part dans la poche du conseiller financier et qui est donnée par l'institution. Pour vous, en tant qu'investisseur, il n'y a pas de frais. Il y a juste un frais de trade qui est de 5 $. Donc, il y a quasiment 0 frais. Pour vous, en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on appelle baked into the note. Vous avez en fait ce type de rendement-là, ce contrat-là, net de frais. Vous avez juste 5 $ pour la transaction. Si on pousse à 3 ans, ici, par exemple, on est investi sur le Russell, le Nasdaq et le S&P. Le Russell, c'est le small cap aux États-Unis, c'est les petites compagnies américaines. Le Nasdaq, c'est les compagnies technologiques et le S&P, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Quand on a plusieurs index, on va prendre en considération à l'issue des 3 ans, non pas la moyenne ou le meilleur des rendements, mais le moins bon rendement des 3. Alors, il y a une grosse corrélation entre ces index, puisque c'est le marché américain, mais il peut y avoir des différences, et on prendra en considération le moins bon rendement des 3. Si à l'issue des 3 ans, le marché est en baisse, le moins bon de ces 3 rendements est en baisse, les premiers 20% sont protégés. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle du soft protection. Une grosse différence. Si le marché a perdu 19, on n'a rien perdu. Si le marché, cette fois-ci, a perdu 21, on est exposé à 21%. Si le marché a perdu 22, on est exposé à 22, et ainsi de suite. Alors que si c'était du hard, c'était 20% hard, et que le marché a perdu 21, on n'aurait perdu que 1. Donc là, si on descend en dessous de la barrière, on est complètement exposé. Si on était de toute manière sur le marché financier, et que le marché a perdu 22, on a perdu 22. Là, ce serait le même cas, mais si le marché a perdu que 17, on n'aurait rien perdu à l'issue des 3 ans. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va avoir 144,02% de participation. Donc, le moins bon rendement des 3 multiplié par 1,4402 fois le marché va nous donner ce que l'on va être crédité si le marché est en hausse. Et cela de manière illimitée. Le moins bon rendement, s'il a généré 100%, on a généré 144%. Donc, on a un coefficient multiplicateur à la hausse, on a de la protection à la baisse et on a 0 frais. 5% sur le trade, 5 $ pour le trade. Si on passe à 5 ans, on est sur le Dow Jones, le Russell et le Nasdaq. Pareil, on prend en considération le moins bon rendement des 3 à l'issue des 5 ans. Cette fois-ci, 40% de protection soft. Juste pour vous donner une statistique, le marché n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans. Je parle du marché, je prends le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Est-ce que ça peut arriver à l'avenir? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Il faut savoir que le S&P a perdu à peu près 20% sur l'année 2022. Donc, ça voudrait dire que sur une période de 6 ans, d'un point de vue statistique, et là, on prend 1929, les guerres mondiales, 2008, etc., statistiquement, il n'a jamais quasiment perdu 20%.
comme il a déjà perdu 20% en un an, il nous reste 5 ans. Donc, normalement, d'un point de vue statistique, d'ici 5 ans, on ne devrait pas être en dessous des niveaux actuels. Sinon, ce serait la première fois que ça arriverait de manière historique. Ça peut arriver. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Ben, sur les niveaux actuels, on aurait 40% de protection. Si le marché perd 41, on est exposé à 41. Mais on aurait quand même 40% de protection. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va prendre du x4. Le marché a pris 10, on prend 40. Il a pris 15, on prend 60. Il a pris 20, on prend 80. Mais on est limité à 80%. On ne peut pas générer plus de 80% en 5 ans. Ce qui équivaut à du 12%, ou je crois entre 12 et 12,5% compounded. C'est-à-dire que pour chaque année, vous générez 12, qui va générer 12, qui va générer 12, et ainsi de suite, pour arriver à 80. La probabilité d'y arriver paraît quand même élevée, parce que vous avez besoin juste de générer 20% sur 5 ans. Ça veut dire que le marché n'est même pas encore revenu sur ses pieds du 1er janvier 2022. Il a 5 ans pour le faire. Ce n'est pas garanti, mais ça voudrait dire que dans 5 ans, le marché n'a pas encore récupéré ses plus hauts du 1er janvier 2022 pour générer du 80%. Parce que si on génère du 20, 20 fois 4, 80, et on est loqué à 80. Il existe aussi des options illimitées, mais voici un petit peu ce qui existe pour vous expliquer ce qui existe. Et généralement, quand on a une stratégie à la hausse, on est sur les growth notes, on va très probablement mettre en place une stratégie qu'on appelle une ladder strategy. On va mettre un petit peu d'argent à 1 an, un petit peu d'argent à 3 ans et un petit peu d'argent à 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est 13 mois et pas 12 mois? Parce que si on détient un actif plus que 12 mois et un jour, on est sur du capital gains à long terme. C'est pour ça qu'ils ont pris 13 mois et pas 12, c'est d'un point de vue fiscal. Et donc l'idée de faire 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est de garder une certaine liquidité tous les 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Il existe également sur des conservateurs, également des growth notes, mais avec full principal protection. Donc, nous ne pouvons rien perdre. On est garanti de récupérer son montant de base si on reste 2 ans et demi dans l'instrument. Dans cet exemple-là, c'est donc Citi qui émet cette note sur 2 ans et demi. On est sur le S&P 500, on est sur le marché américain, les 500 plus grosses capitalisations. Si le marché est en baisse, on est complètement sécurisé. On met 100 000 $, on récupère 100 000 $, moins les 5 $ du trade. On a 100% de participation à la hausse, donc comme si on était sur le marché, et on est capé à 24,5%. Pas gagner plus de 24,5%, qui équivaudrait à peu près à du 8,5% compounded par an, mais on ne peut pas gagner plus. Mais à l'inverse, si le marché perd, on ne peut rien perdre. Donc pour une clientèle qui serait conservatrice, qui est peut-être arrivée à un certain âge et qui ne veut rien perdre, mais qui veut peut-être avoir le potentiel de faire face à l'inflation, c'est peut-être un instrument peut-être intéressant à regarder. Et nous avons ce qu'on appelle les income notes. Alors, l'objectif des income notes, c'est de pouvoir générer un certain rendement défini tant que le marché ne descend pas en dessous d'un certain niveau. Donc, l'objectif d'une income note n'est pas l'augmentation potentielle du marché, parce que sur une growth note, on ne gagne de l'argent que s'il y a une augmentation de marché, avec de la protection à la baisse. Là, l'idée, c'est de pouvoir générer dans cette note-là, donc c'est une note qui est sur 1,5 ans, on va pouvoir générer du 10,5% de rendement annuel tant que le marché ne descend pas en dessous de moins 30%. Alors, je m'exprime. C'est Morgan Stanley qui émet cette note sur 1,5 ans. On va être investi sur le Nasdaq, le Russell et le Dow Jones. Le Russell, c'est le small cap, une petite compagnie. Dow Jones, les compagnies industrielles. Et le Nasdaq, les compagnies technologiques. Ça reste une grosse corrélation, ça reste le marché américain, mais il y a des divergences. Il faut savoir que ces 3 index ont été négatifs en 2022. Ils peuvent potentiellement être en augmentation ou en baisse cette année. On verra évidemment ce qui s'est passé. Comme ils ont déjà perdu de l'attraction en 2022, il est peut-être moins risqué de se positionner aujourd'hui que si on l'avait fait au 1er janvier 2022. Comme on est déjà dans un creux de marché, il peut être opportun d'utiliser ce type d'instrument en ce moment. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que le marché, dans les 1 an à venir, passe en dessous de moins 30? La réponse est oui. Mais elle est potentiellement moins risquée que les niveaux qu'on a connus il y a encore 1 an. Donc, comment ça fonctionne? On récupère un coupon. Donc, si on fait 10,5% divisé par 12, vous récupérez votre coupon mensuel qui sera donné tous les mois si le marché est supérieur à moins 30. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginez que le moins bon rendement des 3, c'est le Nasdaq et que celui-ci est supérieur à aujourd'hui à moins 30%, vous touchez votre coupon. À lisse, et si par exemple on est inférieur à moins 30, on ne touche pas le coupon du mois. Si le mois suivant on est retourné au-dessus de moins 30, on touche le coupon du mois suivant et ainsi de suite.
Si à l'issue des 1 an et demi, on est supérieur à moins 30, on récupère notre argent. Si on est inférieur à moins 30, on est exposé au risque. Donc, si le marché a perdu moins 32, on a perdu moins 32%, mais on aura entre-temps récupéré tous les intérêts où on était supérieur à moins 30. Donc, imaginez qu'on a récupéré tous nos intérêts sur 1 an et demi, 10,5% de rendement. Une moitié d'année, c'est du 5,25. Donc, on aurait généré du 15,75% de rendement pendant 1 an et demi. Et si c'est le dernier mois où on se retrouve en dessous de moins 30, on est à moins 32. Et ces 15,75% viendraient offsetter la perte de moins 32. Donc, c'est moins risqué que si on était en direct sur les marchés financiers. Mais il y a quand même un risque. Mais il est notamment plus modéré que si on avait investi au 1er janvier 2022. Alors, il y a 2 risques importants avec cette note. C'est le premier risque, on est en dessous de moins 30, bien évidemment, mais il y a aussi un risque où le marché explose. Le marché prend 40% et nous, on est bloqué un petit peu à 10,5%. Ce serait dommage. Toujours du 10,5%, mais ce serait dommage. L'avantage de cette note, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un auto-call feature avec une non-callable period. La non-callable période est de 6 mois. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, ce que vous voyez à l'écran va exactement fonctionner de la sorte. À partir de 6 mois, si le marché est en hausse, c'est-à-dire si ces 3 index sont supérieurs à partir de 6 mois au moment où on a commencé au début, imaginez qu'on soit à 10 000 points et maintenant on est à 10 100 points, on est au-dessus et que ce soit le moins bon des 3. Si le marché est en hausse, la note est rappelée automatiquement. On a gagné notre pari. On va récupérer notre argent plus tous les intérêts qu'on a pu générer pendant la période. Et ça, c'est intéressant parce que le marché, d'ici 6 mois ou plus, ne peut être en hausse que pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on est encore un petit peu dans la morosité actuelle où on a peu de visibilité à court terme, les indicateurs sont encore à l'orange ou au rouge, on n'est pas encore dans le vert. Et dans ce cas-là, si par hasard on est un peu plus haut qu'aujourd'hui, très probablement la discussion ce serait pour repartir sur une income note. Ou bien, à l'inverse, il y a un décrochage qui a été réalisé. Les indicateurs que nous suivons, pour rappel, nous, de notre côté, on suit 20 indicateurs en temps général. On suit 7 indicateurs en temps de volatilité forte à la baisse, tel qu'en ce moment, plus des indicateurs qu'on appelle conjoncturels. Les 4 indicateurs conjoncturels qu'on suit en ce moment, c'est la politique des pays face au Covid, tels que la Chine, comment est-ce qu'ils vont réagir au Covid. Deuxièmement, c'est la supply chain internationale. Troisièmement, c'est la guerre en Ukraine. Et quatrièmement, c'est l'inflation mondiale, et notamment aux États-Unis, et comment cela va être contré ou annihilé, ou en tout cas maîtrisé. Si ces indicateurs se repositionnent au vert et qu'on a un décrochage des marchés, ces liquidités qu'on va récupérer à partir de 6 mois, on va utiliser et très probablement les positionner vers une stratégie de growth note où on va pouvoir faire très probablement une ladder strategy et se positionner à la hausse. Donc en fait, on est assez agile en ce moment. Potentiellement, on positionnerait ces liquidités dans une income note, générer ce type de rendement-là en attendant un peu plus de visibilité sur les marchés. Mais on a toujours le portefeuille lui diversifié, mais une partie de la stratégie globale serait dans ce type d'instrument-là, où on sera positionné entre 6 mois minimum et 18 mois maximum. Et dès que les liquidités sont à disposition, on partirait sur cette stratégie de growth note. Voilà pour les produits dits structurés qui peuvent jouer un rôle clé dans la réparation de votre portefeuille qui s'est passé en 2022 pour 2023. Et le dernier point, et on va finir là-dessus, Romain, et on va ouvrir aux questions, c'est simplement de mettre en place et de monitorer une stratégie à 2 vitesses. Alors, quelles sont ces 2 vitesses? La première vitesse, on l'a vu ensemble, c'est d'avoir en permanence de l'argent sur le marché financier et sur le marché immobilier en permanence, parce qu'il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Ownership and real estate. Et l'objectif minimum de le rendement sur long terme sur ces classes d'actifs-là, c'est du 7 à 8%. C'est un objectif qui est lui linéaire, mais il y a des phases de hausse et des phases de perte. 2022 a été plus compliqué que 2021. Mais sur le long terme, le marché est en augmentation. C'est pour ça qu'une partie de notre patrimoine sera toujours et en permanence liée au marché financier immobilier. Ça peut être au sein de son 401k, nos comptes d'investissement, l'immobilier et ainsi de suite. Mais en parallèle, c'est là où c'est important, c'est d'avoir cette deuxième vitesse. Parce que, par exemple, l'Américain moyen qui a 300 000 $ dans son 401k, on est en 2007-2008, le marché perd 57%, cette personne est diversifiée, ne perd que 33%, et se retrouve avec 200 000 $, et stratégiquement, il ne faut surtout pas sortir à ce moment-là. Sinon, on va réaliser des moins-values permanentes, on ne va pas tirer avantage du rebond qui va suivre. Il s'agit de rester investi. Mais la problématique, c'est que si on n'a pas les reins solides à côté, qu'on est fullement investi comme l'Américain moyen qui va maxer son 401k, qui va acheter de l'immobilier, repayer plus rapidement son prêt immobilier, et qui arrive dans la zone de la retraite, proche de la retraite, parce qu'il faut savoir que la zone la plus dangereuse de toute la planification financière, ce sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite. Cette zone de 10 ans est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Et si on arrive dans un cycle tel que 2007-2008 et que vous êtes dans cette zone-là, vous avez pu être le meilleur gestionnaire pendant les 30 premières années de votre stratégie patrimoniale. C'est un crash du marché financier immobilier dans cette zone-là.
tout ce que vous avez pu accomplir, vous aurez un impact négatif pour le reste de votre vie dans votre capacité à générer le revenu que vous souhaitez avoir. Et si vous n'avez pas ces reins solides, c'est-à-dire cette deuxième vitesse, vous ne serez pas en position de force. Et c'est exactement ça l'objectif, c'est d'être en permanence en position de force. Et pour le faire, il s'agit d'avoir une deuxième vitesse qui est non corrélée au marché financier immobilier. Une vitesse qui est simple à comprendre, c'est du cash. Il y a du cash à la banque, il n'a pas souffert d'une baisse des marchés, vous avez le cash à disposition, rien ne vous empêche de tirer avantage d'opportunité. Mais vous le savez, il y a une double problématique avec le cash, c'est l'inflation, perd en pouvoir d'achat tous les jours, et deuxièmement, c'est que c'est la banque qui gagne de l'argent sur votre dos, et donc il s'agit de la squeezer un maximum. Donc, OK, 6 à 12 mois de dépenses, on est d'accord, mais au-delà, c'est notamment là où votre cash value life insurance rentre en jeu. Non corrélé au marché financier immobilier, ce rendement supérieur à l'inflation sur le long terme qui vous permet de garder de la valeur liquide disponible pour vous. Et si vous avez par exemple 150 000 $ dans ces classes d'actifs-là, à ce moment-là, rien ne vous empêche de mettre 100 000 $ au travail et de tirer avantage de cette opportunité de marché. On ne mettra pas 100 000 $ d'un coup parce que la réalité, c'est que si vous me posez la question de savoir quand est-ce qu'on est au plus bas des marchés, eh ben, la réponse, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, sinon les marchés n'auraient déjà pricé l'augmentation. Mais nous, en tant que conseiller financier, on va regarder ces indicateurs. On est en train de les monitorer. Quand ces indicateurs se repositionnent au vert, c'est le moment de mettre en place une stratégie qu'on appelle de dollar cost averaging. On va par exemple mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois et ainsi tirer avantage de cette anomalie de marché. On sera très bien positionné pour le rebond et on tirera avantage de l'opportunité que les marchés vont pouvoir nous donner dans le rebond. On replace les liquidités au chaud et ainsi, sur le long terme, si on utilise ces actifs de manière non corrélée, on aura la moyenne pondérée de ces deux rendements. Mais si on les utilise de manière proactive, à chaque fois qu'il y a une opportunité d'investissement, eh ben, on va pouvoir tirer avantage des rebonds et ainsi avoir plus de rendement, moins de risques. C'est exactement ce que l'on recherche. Et donc, c'est très important quand on est en phase d'opportunité, comme on est en train de le vivre à l'heure actuelle. Alors, ça serait à nous, ensemble, de pouvoir discuter de cela, de savoir quand commencer, mais de tirer avantage d'une stratégie de dollar cost averaging. On le fait de manière automatisée dans son format 1K. On peut le faire également de manière proactive avec ses comptes d'investissement pour pouvoir tirer avantage d'une valorisation intéressante et d'être être en position de force pour tirer avantage d'opportunités. Je m'arrête là, Romain. J'espère que ce moment ensemble a été valuable et avec plaisir, n'hésitez pas à poser vos questions et potentiellement continuer la discussion ensemble. Il n'y a pas de frais d'honoraires, de pouvoir mettre un rendez-vous en place sur mon calendrier, de m'appeler, de m'envoyer un email ou de prendre directement rendez-vous avec le QR code. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, Romain, est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Ouais, on a pas mal de questions. Merci Alex, c'était très riche. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, tout ça c'est enregistré, donc vous pourrez le regarder un peu plus calmement si jamais vous voulez le regarder encore à nouveau dans l'après-midi. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre. Valérie avait une question sur tout ce qui est trust pour elle et son mari. Peut-être Valérie, je pense que Alex en a parlé un petit peu au début. Si vous avez une question précise, vous pouvez la poser, il n'y a pas de problème, et puis on pourra essayer d'y répondre. Et Valérie demandait aussi si USA France est présent en Caroline du Sud. Alors, pas physiquement, mais nous avons de nombreux clients en Caroline du Sud ou même en Caroline du Nord. Donc, on a des clients dans plus de 40 États et nous suivons notre clientèle, peu importe où vous êtes aux États-Unis. On fait ça par Zoom. Et même, moi, je suis basé à Philadelphie. Même notre clientèle à Philadelphie, de nos jours, on se voit notamment plus par Zoom qu'en personne. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. On pourra évidemment vous accompagner. Parfait. Donc là, vous avez le QR code, hein. Je pense que vous avez l'habitude. On essaie de l'avoir sur tous nos webinaires pour prendre rendez-vous directement avec les experts qui ont intervenu. Nathalie qui nous demandait une autre question. Alors, je n'ai pas de revenus aux États-Unis. Dois-je quand même faire une déclaration à l'IRS et notamment une déclaration de mes comptes en France?
Ça va dépendre de là où vous habitez et de votre statut également, si vous êtes carte verte ou américaine, et si vous habitez en France ou aux États-Unis. Donc, il y a quand même pas mal de… Il faudrait préciser un petit peu la question, mais généralement, si vous êtes résidente fiscale américaine et vous avez des comptes à l'étranger, vous avez une obligation déclarative, n'hésitez pas à contacter votre comptable fiscaliste franco-américain pour le faire. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me contacter et on vous mettra en relation avec grand plaisir. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit qu'il n'a pas fait de F-bar et il avait laissé un petit compte en France avec 15 000 $ dessus ou 15 000 euros. Que se passe-t-il s'il remplit le F-bar après sans l'avoir fait les années précédentes? Est-ce qu'il y a des conséquences? Alors, la réponse est oui, il peut y avoir des conséquences. Donc, je vous conseille de faire appel à votre comptable fiscaliste et ou avocat fiscaliste pour vous aider à faire un streamline process pour pouvoir vous assurer que vous soyez en règle. Il y a une manière de le faire et donc c'est le rôle des comptables fiscalistes et avocats fiscalistes de le faire. Si vous avez quelqu'un de compétent, n'hésitez pas à contacter cette personne-là. Si vous n'en avez pas, nous avons les contacts. Mais il peut y avoir des conséquences. C'est pas aussi simple de dire « Ah, je ne savais pas, maintenant je le fais ». Vous êtes normalement censé le savoir et donc il y a des manières de se régulariser. Ouais, n'hésitez pas. Alexandre intervient souvent sur French Morning pour pas mal de sujets, notamment avec d'autres professionnels. Donc, n'hésitez pas à écrire à Alexandre ou à moi si jamais vous ne retrouvez pas l'email d'Alexandre et je peux vous connecter. On avait une autre question sur les avocats. Donc, pour tout ce qui est décès des parents, avocats de la famille, est-ce qu'il y a une liste des avocats français aux États-Unis? C'était une question de Aude. Très bonne question. Donc, Aude, déjà, si vous allez sur votre consulat, donc ça dépend où vous habitez aux États-Unis, vous êtes lié à un certain consulat. Si vous allez sur le site de votre consulat de là où vous êtes, vous allez avoir la liste d'avocats de la famille qui peut vous accompagner. Mais également, si vous nous contactez, on travaille avec de nombreux avocats à travers tous les États-Unis. Donc, on a également aussi des avocats sur lesquels on sait qu'on peut, parce qu'il faut savoir que tout est lié. L'aspect fiscal, financier et légal, tout est lié. Le rôle que l'on joue, on joue ce rôle de numéro 10, si on parle de foot, ou de quarterback, si on parle de foot américain. On joue ce rôle d'avoir cette vision globale et holistique et de s'assurer que l'avocat, que l'aspect fiscal et comptable soit parfaitement aligné dans votre planification. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous mettre en place ou vous référer des avocats de la famille. Et en effet, c'est avec cet avocat de la famille que vous allez mettre vos documents testamentaires en place. Donc, généralement, ce qui se passe quand on met les documents testamentaires en place, on met en place les gardiens, c'est-à-dire les gens qui vont s'occuper des enfants, mais également, vous pouvez soit avoir les gardiens qui sont également les trustees, c'est-à-dire les gens qui vont s'occuper de l'argent pour le bénéfice des enfants, ou bien, si vous souhaitez avoir un peu plus de sécurité, vous allez mettre d'autres personnes de confiance en charge de l'argent pour le bénéfice de vos enfants, et c'est les personnes de la famille qui vont s'occuper des enfants. Donc, vous pouvez avoir des gens, des trustees qui s'occupent de l'argent qui soient différentes des personnes qui s'occupent de vos enfants. Vous pouvez soit avoir les mêmes personnes, soit des personnes différentes. Il y a plein de choses que l'on peut faire, et ça, c'est la discussion que vous allez avoir avec votre avocat de la famille pour s'assurer que c'est exactement les souhaits que vous souhaitez avoir pour vous et votre famille en cas de pépin. Parfait. Cyril qui demande quels sont les contrats cash value life insurance que vous recommandez? Quelle compagnie d'assurance tu proposes? Alors, ça va dépendre de votre situation, Cyril. Si vous êtes quelqu'un d'aisé, vous avez plus de 24 millions de dollars de patrimoine, marié, on va généralement utiliser ce qu'on appelle les Secondary Guaranteed Universal Life, qu'on va potentiellement également, si vous êtes ici pour le reste de votre vie, positionner dans ce qu'on appelle des ILIT, Irrevocable Life Insurance Trust, pour augmenter l'augmentation maximale de l'assurance décès, mais avec le non-objectif de l'utilisation de l'épargne durant votre vivant. Ou bien, si vous avez un patrimoine inférieur à 24 millions, très probablement, on va utiliser des cash value life insurance tels que des WALI, Wealth Accumulation Life Insurance, de compagnies mutuelles d'assurance. Il y a généralement 4 compagnies que l'on utiliserait ici aux États-Unis. C'est Guardian Life, New York Life, Mass Mutual et Northwestern. Ce sont les 4 compagnies mutuelles qui ont plus de 160 ans d'existence, et on va aller avec des compagnies qui sont extrêmement solides. Il faut savoir que les banques que vous connaissez aux États-Unis, Wells Fargo, Bank of America, Chase,
détiennent généralement 2 fois plus de cash value life insurance que de real estate au sein de leur balance sheet, au sein de leur compte, parce que c'est considéré comme du tier 1 capital. C'est le capital le plus sécurisé qu'ils puissent avoir. Et donc, c'est très important que ce type d'instrument-là soit extrêmement sécurisé, parce que ça va jouer un rôle clé en phase d'accumulation, ça va jouer un rôle clé en phase de retraite. On n'a pas parlé de stratégie de retraite. Lors d'un prochain webinaire, très probablement ensemble, on parlera de retraite. J'en parle très souvent, la stratégie de bucketing. La cash valuation joue un rôle clé à la retraite. Ça va vous permettre, juste en ayant cet instrument-là, de pouvoir générer 40 à 60% de revenus supplémentaires, de pouvoir payer moins d'impôts, prendre moins de risques, d'assurer la succession. Donc, c'est important que l'on aille avec une compagnie qui soit extrêmement sécurisée et sur laquelle on va pouvoir compter pour les 160 prochaines années. Parfait. Donc Valérie avait la même question, donc je pense que ça répond. Une question d'un auditeur anonyme qui demandait, n'ayant pas de carte verte, donc je pense que cette personne a un visa, est-il vrai qu'on va toucher moins de Social Security que si on avait la nationalité américaine ou la carte verte? Pour moi, la réponse est non. Ça n'a pas d'implication. Déjà, il y a une convention bilatérale entre la France et les États-Unis. Vous n'avez besoin que d'avoir 6 trimestres aux États-Unis et un minimum, grâce à la convention bilatérale entre 2 pays, non seulement la France, d'avoir au minimum 40 trimestres pour pouvoir avoir un revenu de la retraite de sécurité sociale aux États-Unis. Il faudra juste simplement faire jouer l'accord de sécurité sociale dans le pays dans lequel vous résidez le moment présent. Et la nationalité, pour moi, n'a aucun impact. C'est vraiment la contribution qui aura un impact sur votre sécurité sociale, que vous soyez carte verte, visa, plus de visa ou américain, n'a pas d'impact sur le montant que vous allez pouvoir toucher. Il faut juste faire les choses dans les règles de l'art quand on va faire sa demande. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des problématiques de web, etc. Il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, que tu connais très bien, Romain, également. Donc, n'hésitez pas à me contacter également si vous avez des problématiques liées à vos demandes de retraite. On vous mettra également en contact avec les experts qui pourront vous aider à faire cette demande. Parfait. On a les questions qui continuent de tomber. Il y a pas mal de gens qui disent merci pour les réponses. Tiens, je vais prendre la question de Toussaint qui nous dit « J'ai un testament ici aux États-Unis concernant mes biens américains et français. Est-ce que les stipulants de ce testament auront force de droit en termes de droit successoral français? Y a-t-il quelque chose de particulier que je dois faire pour avertir l'administration française de l'existence de ce testament afin qu'il soit reconnu comme légal et applicable en France ?» Alors, c'est une bonne question. Alors, ça va dépendre. Ce que j'aimerais bien transférer cette question à notre diplômé notaire qui est au sein de notre cabinet. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer exactement cette même question et prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier. J'aurai cette diplômé notaire au sein du rendez-vous et qui va vous permettre d'exactement de vous dire, de vous orienter en tout cas sur que faire. Et puis après, nous avons des contacts à la fois des avocats de la famille aux États-Unis, mais également des notaires en France qui ont cette connaissance américaine. C'est très important. Pas tous les notaires en France ont cette connaissance internationale et notamment du marché américain. Nous avons également les contacts de notaires en France qui pourront également vous accompagner s'il y a justement un document de la sorte à mettre en place, de s'assurer qu'il est codicile, etc. Donc, j'aurai cette réponse pour vous. Donc, je préfère que je la défère directement à notre expert dans l'équipe. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier et je m'assurerai que cette personne soit avec nous pour répondre à votre question. Alors, tiens, il y a une bonne question là d'un auditeur anonyme. Doit-on rapatrier tout son argent de France dans le cadre d'une succession pour investir aux États-Unis ou en laisser en France, aussi en France? Ouais. Ça va dépendre. Ça va dépendre de vos objectifs, ce que vous souhaitez accomplir, également de vos besoins potentiellement futurs. Est-ce que vous allez rentrer en France plus tard ou pas? Du taux de change aussi. Donc, c'est vrai que le nombre de possibilités sont assez limitées en tant que résident fiscal américain de par l'aspect légal, de l'aspect fiscal et financier. Généralement, les 4 solutions que nous voyons en tant que résident fiscal américain
pour nos euros en France, c'est d'avoir des comptes titres en direct, d'éviter d'avoir des ETF, mutual funds, OPCVM, UCITS, etc., des fonds communs de placement, parce que ce serait considéré très probablement comme du PFIC, Passive Foreign Investment Company du côté américain, et vous allez vous faire massacrer fiscalement du côté US, probablement. Donc d'avoir des comptes titres en direct. Et sinon, nous avons 3 solutions immobilières. C'est notamment de faire du LMNP, du louer meublé non professionnel, pour avoir de la défiscalisation, en tout cas de l'amortissement fiscal des deux côtés de l'Atlantique. De pouvoir, deuxièmement, faire de la SCPI, donc c'est de la pierre papier. Il y a certaines SCPI qui acceptent les US personnes. Et dernièrement, c'est de faire de l'investissement en nue propriété. Il y a de nombreux avantages à faire de la nue propriété parce que déjà, nous n'avons pas l'usufruit pendant la détenance de ce nue propriété, c'est-à-dire qu'on n'a pas de revenus, donc pas d'implication fiscale. Et le jour où on récupère la pleine propriété, nous avons une défiscalisation à la fois du côté US et français de l'augmentation de cette valeur globale de cette propriété. Nous avons quatre options en France. Nous avons les contacts en France pour mettre en place également cela. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez justement faire un point. Est-ce que je transfère l'argent aux États-Unis? Je le laisse en France? Qu'est-ce que j'en fais? Pour quel montant? C'est évidemment notre valeur ajoutée d'accompagnement holistique international. Ouais, et c'est d'ailleurs des sujets de webinaires aussi récurrents qu'on a avec des partenaires en France. Je sais qu'on a un sujet nue propriété prévu, je crois, au mois de mai. Mais de toute façon, on a des rendez-vous tous les mardis, donc n'hésitez pas à regarder les prochaines invitations. Alors, on va finir les questions parce qu'on a un petit peu dépassé là. On va prendre encore 2-3 minutes de plus. Alors, on a une question d'un auditeur anonyme pour ceux qui commencent à épargner. Alors, je sais que les investissements en France, tu viens d'en parler un instant, mais est-ce que le compte PEA, ça a encore un intérêt quand on habite aux États-Unis? Je crois que si tu es résident fiscal américain, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'ouvrir un Ouais, c'est ça, PEA. ouais. Mais je viens en fait d'adresser la question. S'il y en a de l'argent en France, compte titre en direct, nue Ouais, propriété, SCPI, ouais, c'est ça. Ouais. donc, Ouais, PEA, je crois que c'est pas possible, mais toujours à vérifier. il Mais n'y aurait pas d'intérêt vraiment fiscal à le faire puisque vous êtes résident fiscal américain. Donc, voilà, compte titre en direct. Et c'est vrai que pas toutes les banques vont pouvoir vous autoriser de le faire en tant que US personne. On passe généralement par des conseils de gestion de patrimoine pour pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez investir aussi vos liquidités en France. On aura les contacts. ok. Claudia nous dit qu'elle retourne vivre en France. Est-ce qu'elle doit dire quelque chose à l'IRS ou simplement arrêter de déclarer ses impôts aux États-Unis et rentrer en France? Alors, il me semble qu'il y a un document, en effet, mais là, je vais déférer encore une fois aux comptables, fiscalistes. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que je vous mette en contact pour cette question-là. Ouais. Et puis, last but not least, est-ce que je peux résider dans les deux pays et déclarer les revenus aux États-Unis, aux US, et les revenus français en France? Alors, vous pouvez potentiellement être résident fiscal de deux pays si notamment vous êtes américain. Si vous êtes français, américain et vous habitez en France, vous êtes résident fiscal des deux pays. Et donc, vous avez une déclaration à faire des deux côtés. Les revenus d'une source seront taxables généralement dans le pays dans lequel vous avez eu cette source-là, et puis ce sera reportable de l'autre côté avec crédit d'impôt. Ça, ce seront justement vos comptables fiscalistes qui vous aident à faire cette déclaration-là et potentiellement s'assurer que vous ne fassiez pas d'erreur, voire potentiellement optimiser votre situation. Parfait. Voilà, encore des remerciements de Jocelyne. Merci Jocelyne. Et bien voilà, on en a fini avec ce premier webinaire de l'année. On a un prochain, je crois, qui arrive mardi sur l'immigration pour les gens que ça intéresse. Et puis sinon, je vous invite à continuer à nous suivre. Et Alexandre, je pense que tu reviens dans quelques mois pour d'autres sujets. Donc, n'hésitez Absolument, pas. avec plaisir, Romain. Voilà. Tant que tu m'invites, je serai là. Top. Merci beaucoup. Bon après-midi et à très bientôt sur French Morning. Au revoir. À très vite. Bonne année 2023. Salut.